toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour ce 12e numéro d'Athlètes, les rendez-vous de la CAN. Bienvenue pour Sport en France. On est tous ensemble aujourd'hui pour une émission spéciale bilan. Et bah oui, on va se poser calmement tous ensemble et tout au long de cette émission pour faire le bilan enfin des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Un petit peu moins d'un an après ces Jeux qui étaient clairement une folie. En France, on va voir un petit peu quelles sont les réussites, quels sont les défis encore à relever et quel héritage surtout pour nos athlètes et pour notre société. Et puis en fin d'émission, on fera également le bilan de la CAN, la commission des athlètes de haut niveau, qui a clos son mandat 2021-2025 en avril il y a quelques mois et qui du coup laisse place à sa toute nouvelle équipe. À mes côtés, comme d'habitude, j'ai The Binôme. Et oui, c'est Marie Martineau. Voilà. Salut Marie, ça va? Salut Max, ça va? Quelle présentation. Boum, oh là j'adore. T'as vu? Simple, concis, efficace. Ouais, j'adore. Bon, on était bien placés pour ces JOP 2024, faut le dire. Oui, nous, c'est vrai qu'on était pas mal. Petit balcon, c'est Skander qui nous avait mis bien, faut dire. C'est vrai. Merci Skander. Du coup, justement pour parler de ces bilans et débattre et tout bien comprendre sur ces Jeux Olympiques et Paralympiques, on a un plateau 5 étoiles, à commencer à ma gauche par Titouan Castric, médaillé d'argent en kayak slalom aux Jeux de Paris. Salut Titouan. Salut. T'as la forme? Bah ouais, tranquille, et toi? Bah oui, super. Super. Alors en face de toi, Titouan, tu la connais très bien, c'est Mathilde Pétrieux, olympienne en hockey sur gazon et membre de cette CAN dont le mandat est échu, comme tu l'as dit Max, depuis le mois d'avril. Bonjour à toutes les deux. Ben oui, on est content de t'avoir Mathilde. Ravie également. Tu es rayonnante. Merci. En face de toi, Mathilde, il y a Caroline Angelini, agent d'image au service de sportifs olympiques et paralympiques. Ça va, Caroline? Exactement, pleine forme, ravie d'être là. Oh là là, ils ont tous le sourire, Marie. Ben ouais, bien sûr. Et pour la quadrature du cercle, j'avais qu'à faire simple aussi, évidemment. Vous serez tous les trois accompagnés de Skander Kara, qui est notre directeur général du CNOSF. Salut Skander. Bonjour à tous. En tout cas, on est ravis de vous avoir tous les quatre pour faire ce bilan des JOP 2024. On a une routine dans cette émission d'Athlètes les rendez-vous de la CAN. Et en fait, c'est Marie qui commence toujours par son édito. T'es prête? Je suis prête. Eh ben, on y va. Enfin, je te dis que je suis prête et en même temps, le bilan, c'est vraiment pas trop mon truc. En vérité, c'est le truc de personne. Les bilans, c'est l'enfer. Non, mais c'est vrai, Maxime, je t'ai jamais entendu arriver un mardi matin dans les locaux de sport en France en sifflotant et en me disant « Yeah, super, c'est génial, demain, je fais mon bilan comptable. On va comparer mes actifs et mes passifs, retravailler sur mon taux d'imposition pour maximiser mes résultats, éditer une plaquette nommée Bilan 2025. Ça va être génial, j'ai trop hâte. » En vrai, les bilans, c'est l'enfer. Caroline, souviens-toi, tu écoutais tranquillement de la musique dans ta voiture. Pour que tu m'aimes encore. Et là, alerte météo, vigilance orange. Les chutes de neige ont provoqué de nombreux accidents, notamment sur la 6 vers Lyon. Bilan, 21 morts et 4 blessés graves. Non, les bilans, c'est l'enfer. Titouan, j'imagine que ton dernier bilan de santé t'a pas laissé un souvenir impérissable? Pourquoi? Et là, le mec me répond. Et oui, et là, le mec me répond si, j'ai adoré. Mon taux de cholestérol était redescendu dans une fourchette basse. Mes TSH se sont stabilisés. J'ai 18 de VMA. On a fêté ça avec mon prep physique et le staff. Non, les bilans, c'est l'enfer, évidemment. Mathilde, bah oui, j'allais arriver vers toi. Tu n'as pas terminé ton mandat à la CAN le mois dernier en postant sur le groupe WhatsApp. Je suis ravie de vous quitter. L'occasion pour moi de faire un petit bilan de compétences. J'enchaînerai avec une VAE et je vais pouvoir corriger mon profil LinkedIn et me tourner vers un avenir radieux. Loin de vous, les losers en reconversion. Non, en vrai, tu l'as pensé, mais tu l'as pas écrit. Non, je suis retenue. Tu es d'accord, les bilans, c'est vraiment l'enfer. Skander, toi et moi, on est de la même génération. On est d'accord, le seul bilan qui tient, c'est celui de Negmaron en 2000. Toi, 17 ans, moi, 16 ans. Et le temps passe. Beaucoup de choses ont changé. Là, je connais. Ah, tu connais? Ouais. Ouais, mais toi, t'es pas de notre génération, mais tu connais. Ça fait plaisir. On a perdu Titouan aussi quand t'as dit ça. C'est vrai, tu ne connais pas cette chanson? Non. Ouais, voilà, t'as flingué ma chronique, merci. Donc, je vais reprendre. Les bilans, on n'aime pas ça. Et on n'aime pas ça, je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'il faut tirer le trait. Il faut se confronter au présent, être d'accord de dire qu'on regarde objectivement la réalité à l'instant T, sortir de la nostalgie qui accompagne nos souvenirs, sortir des espoirs et des fantasmes de promesses de meilleurs lendemains. On n'aime pas les bilans, quels qu'ils soient, parce qu'ils abritent la dimension de fin. Pour réussir les Jeux, il a fallu du courage, de l'audace, des données,
de la hauteur, de la franchise et du pragmatisme. Il nous faudra tout cela aussi pour les conclure et en tirer un bilan honnête aujourd'hui, messieurs, dames. C'est donc parti pour l'introspection des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Dis-moi, Maxime, c'est quoi le problème ? C'est vrai que les bilans, c'est angoissant, de base, Bah quand ouais. même, un peu. C'est ce que ça m'a inspiré en tout cas, tu vois. Oui. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va dire Je suis sur le d'accord. bilan ? Mais il y a quand même beaucoup de positifs dans ce bilan, il faut le dire. Ça paraît déjà tellement lointain, les Jeux, et finalement, c'est encore un peu proche. Ça fait même pas un an qu'on a quitté un petit peu toute cette euphorie. Mais justement, on en est où, là ? Entre l'euphorie, la réalité, est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train de redescendre aussi de toutes ces belles émotions qu'on a vécues ? Moi, j'aimerais bien d'abord qu'on fasse un petit tour de table rapide avec vous, nos chers invités. C'est en un mot, qu'est-ce que vous retenez un petit peu de ces Jeux Olympiques et Paralympiques ? En un mot, c'est pas facile, je vous en donne 3 ou 4. Mais voilà, on essaie de faire court, concis. Mathilde, à toi l'honneur. En 3 mots, incroyable, fédérateur et éternel. Elle est très forte. J'adore. J'ai envie d'applaudir. Ouais. Elle met la pression sur les Ok. Titouan ? Non. Donc, Caroline. Bah, c'était l'image de la France, un bonheur qu'on n'aurait pas imaginé, et, un souvenir dans nos cœurs à jamais. Elle m'a piqué éternelle, mais je l'avais, ouais. Et ce bilan-là, il est forcément très positif. Scander ? Alors, en 3 mots, des jeux spectaculaires, clairement, des jeux exemplaires aussi, et puis des jeux ouverts, populaires. Voilà, une vraie fierté, un bonheur d'avoir participé et d'assister à cet événement exceptionnel. C'est bon, Titouan, tu les as ou pas ? Familial. Ouais, cool. Et ouais. Non, Familial. C'est en un mot ? vrai, j'ai rien à dire. Je sais pas comment. Bref, t'as kiffé quoi. Ouais, j'ai kiffé, moi, c'était cool. Eh bien, vous savez quoi ? On va se replonger un petit peu dans cette ambiance des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 parce que ça nous manque, tout simplement. Vous avez envie de revoir des images ou pas ? Évidemment. Allez, on y va, on se remet ça. Tous les jeux ont été réussis. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. C'est juste dingue de pouvoir le vivre ensemble. Ils sont là pour nous, c'est énorme. C'est un rêve pour toutes les deux. Et de remporter la médaille d'or, c'est un truc de fou. Ouais. je pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui crient comme ça et c'est incroyable. Franchement, la plus belle médaille que j'ai pu décrocher dans ma carrière. Encore la folie. On est arrivé à 5 minutes, on était juste avec Teddy Riner avant, en footing, on arrive, Manodou, encore une médaille dingo derrière Léon, c'est un tricot, c'est un dauphin, et tout, c'est un malade. C'était fou, le public a été d'un soutien mais incroyable. Tellement fière de ce qui s'est passé, c'était vraiment un moment incroyable. Ça vaut tout l'or du monde. Cette ambiance, c'était le feu. Waouh,
Ça refait les poils, hein, ça prend 3 secondes et puis c'est reparti en replonge. Alors effectivement, tu le disais Max, il y a eu des sacrées réussites, l'organisation, l'ambiance, le Club France, les bénévoles, les sites sportifs, et d'ailleurs surtout sportivement, la France a brillé. Omad Vontage a joué son rôle. Alors pour rappel, les Jeux Olympiques, c'est 64 médailles pour la France, 16 en or, 26 en argent, 22 en bronze. Avec Max, on était au Club France et on faisait les célébrations des médailles. On n'arrivait plus à les compter. C'est-à-dire que d'heure en heure, ça changeait. Enfin, c'était quand même juste assez hallucinant. On n'était vraiment pas prêts. Jeux paralympiques, 75 médailles, 19 en or, 28 en argent, 28 en bronze, avec le 8e rang mondial. Une fréquentation du Club France assez impressionnante avec, tenez-vous bien, 840 000 visiteurs uniques. Sur ces 15 jours, 90 fédérations présentes avec différents stands, 6000 journalistes, ça fout le tournis, et un peu plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires générés sur ces Jeux olympiques et paralympiques. C'était complètement fou à tous ces niveaux, mais qu'est-ce qui vous a finalement marqué le plus Titouan, sur le plan purement sportif, peut-être, comment tu as vécu ces Jeux et qu'est-ce qui t'a marqué, la différence avec une autre compétition par exemple? Bah, nous, forcément, on est un peu un sport, je dirais, mineur quand même. Donc quand tu arrives au jeu, que tu as 15 000 personnes dans les tribunes, forcément, ça te fait tout bizarre. Donc c'était surtout ça. Même nous, moi, je me souviens de l'entrée au site, en fait. On traversait, je sais pas, 1 kilomètre ou 2 de spectateurs en voiture quand tu rentrais. Et tu voyais la ligne grandir, grandir, grandir. Tu arrives en voiture, tu disais, mais là, qu'est-ce que je vais faire dans les plots de départ quand je vais voir le mur de monde? Et moi, c'est ça qui m'a marqué. Et je pensais que ça allait me faire peur. Au final, j'ai croqué à pleines dents et c'était trop agréable. Et d'avoir des gens qui te gueulent dessus pendant 1 minute 30, qui scandent ton nom, c'est un peu chelou. Mais franchement, tu prends vite au jeu et c'était juste trop bon. Ouais. T'as eu ce truc quand même pendant peut-être une petite minute de te dire on n'est pas préparé à ça et... Ah mais pas pendant 1 minute, pendant 1 an. Moi, depuis que je savais que j'étais sélectionné, on savait tous qu'il y allait avoir du monde. On regardait la billetterie se remplir. On se disait, bah là, on va falloir assumer. T'as pris ta section, va falloir assumer. C'est ouf. Et on en parlait pas mal avec mes collègues. On se disait, bah là, va falloir acheter des couches ou va falloir assumer. Et au final, on était plutôt bons, donc tant mieux. Carrément. Tu sais quoi? On va se remettre ta petite célébration. C'est moi qui l'ai faite en plus au Club France. Regardez. C'est trop bien. Un petit mot quand même quand tu revois ça? Ouais, c'était trop marrant. Surtout, moi, je me souviens, j'avais tous mes potes juste sur la rangée d'à côté. J'en avais 10-15, donc ouais, c'est juste trop marrant. Tu vois tes potes, tu étais au collège, à l'école avec eux, et là, ils sont là, tu as ta médaille, c'est juste trop bien. Tu peux pas rêver mieux, quoi. C'est pour ça que tu as dit familial, du coup, en fait. Ouais, familial, parce que je pense, on sait tous, si c'est à Los Angeles et tout, tes copains d'école, même si tu as un peu d'argent, tu vas peut-être pas leur payer le billet. Donc là, les avoir au bord du bassin, les avoir au Club France, je suis magique, quoi. En fait, c'était toute ta famille au Club France ce soir-là. Ouais. Oui, c'était tous là. Ils étaient tous là. Skander, les chiffres ne mentent pas. On vient de les évoquer il y a quelques secondes. Ajouté à ça, c'est vrai qu'il y avait des artistes, il y avait des terrasses de partenaires. Il y avait clairement du lien social, en fait, dans ce Club France. Est-ce que c'est pas finalement l'une des plus belles réussites de ces JOP? Le pari était quand même énorme avec plus de 55 000 mètres carrés. Mais là, le Club France a dépassé un petit peu toutes les attentes, finalement. Alors avant, et pour égayer un peu Marie et sa peur des bilans, on a nous produit 2 bilans avec des belles images, du texte assez court et des chiffres clés. Surtout des images. Voilà, donc le bilan à la fois sur l'équipe de France olympique et puis le bilan sur le Club France. Et effectivement, on l'a vu dans les vidéos et les images parlent d'elles-mêmes, c'était évidemment célébrer, médiatiser notre équipe de France, nos athlètes, c'est l'ADN des Clubs France. Mais au-delà, on a voulu aussi ouvrir le Club France aux Franciliens, à la population, à notre jeunesse, et leur permettre de pouvoir assister à des événements sportifs, toutes les retransmissions, la plus grande fan zone, mais aussi pratiquer, découvrir des nouveaux sports, des sports olympiques, mais aussi des sports non olympiques. Donc c'était effectivement plus de 800 000 personnes sur la période olympique, paralympique, sur ce site
de la Villette et avec voilà, tout un tas d'actions, d'activités au service de nos fédérations, de nos licenciés, de nos acteurs du sport français. Ça permettait de les réunir aussi dans un même lieu tout au long des Jeux. Donc c'était une fête formidable, exceptionnelle. Et ça a permis aussi, nous, au CNOSF, d'associer l'ensemble des collaborateurs sur ce projet autour du Club France et puis autour de l'équipe de France aussi, au village olympique, pour qu'ils puissent accompagner les athlètes et qu'ils soient dans les meilleures conditions. Tu le savais peut-être pas, mais on a vidé Disneyland Paris. Pendant 15 jours, les gens, ils étaient tous au Club France. Ah, c'était la folie. Et en même temps, pour les familles, c'était hyper cool parce qu'en fait, tu avais un espèce de parcours où, tu l'as dit, les familles pouvaient faire essayer des sports olympiques, paralympiques aux enfants. Et ça, je pense que ça a cartonné. Ouais, intérieur, extérieur, c'était fou. Mathilde, alors toi, tu as vécu quelque chose de fou aussi parce que c'est en équipe. Donc, ça a encore une autre dimension. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais juste c'est un petit peu différent. Comment tu as vécu ce moment et finalement, quelle émotion c'était de porter les couleurs de la France à la maison? Tu as défilé? Oui, oui, tout à fait. Alors, c'était forcément incroyable, on l'a dit. Pour nous, équipe féminine de hockey sur gazon, c'était la première participation historique. Donc, une première, donc à jamais les premières aussi. Et c'est ce qu'on se disait en arrivant sur cette incroyable aventure olympique qu'il fallait savourer chaque instant. On a aussi été une des meilleures progressions mondiales sur les années. Donc, la préparation pour les Jeux olympiques, ça faisait 7 ans qu'on en parlait, 7 ans que vraiment on se réveillait tous les matins en préparant les Jeux. Et donc c'était un peu l'aboutissement et on a savouré chaque instant, chaque match. On a eu la chance d'être longtemps sur le site de la compétition. Les sports co sont souvent voilà, des longues compétitions. Donc on est arrivé le premier jour sur le village olympique. On est parti dans les dernières. On a tout savouré. Et, on a mangé tous les petits fours. On a tout fait, tout savouré chaque instant et c'était vraiment incroyable. Donc vraiment on ressort de cette compète et de cette expérience sans regret avec des souvenirs de folie. Vous avez été voir d'autres épreuves, Mathilde et Titouan, quand même? Je t'en prie. Moi, j'avoue, j'ai pas été très bon. Je devais aller voir en plus la demi-finale de l'équipe de France là, contre la Chine, il me semble que c'était un match de fou. Et je suis sorti la veille, je me suis levé trop tard. Bah voilà, super. Et, non, je suis retourné voir du tennis de table et c'était... Bon, enfin, j'étais mal placé, c'était pas ouf. Et toi, Mathilde? Oui, nous, on a eu la chance de pouvoir aller voir des épreuves. Dans la démarche, je pense forcément de gagner en France, il y avait une démarche de billetterie. Donc, on avait déjà créé cette symbiose au travers des week-ends bleus avec les différents athlètes. Et il y a eu un peu cette continuité pendant les Jeux où nous, on n'avait malheureusement pas passé les phases de poule. Donc, on a été éliminés. Donc, il nous restait une semaine sur site et on a bénéficié de billets pour aller voir au Stade de France, pour aller voir le volley. Donc, ouais, en effet, on avait différentes places et c'était incroyable parce qu'on pouvait aussi y être avec nos familles et donc partager aussi de l'intérieur encore les Jeux et d'une autre manière. En mode supporter, quoi. Exactement. Ça change. Cet esprit bleu était là, on allait voir les copains. Je disais, tous les membres de l'équipe de France, c'était une grande famille, on était tous là pour se soutenir et il y avait ces ovations le soir. On avait un hall au niveau du bâtiment France dans le village olympique. Dès qu'il y avait une médaille, on se retrouvait, on acclamait les vainqueurs. Sur les bons résultats, on suivait tout. Le jour de la course de Léon, où il remonte tout le monde, ça hurlait, mais partout dans le village olympique. Enfin, on a vraiment senti cet esprit bleu de A à Z. Caroline, donc toi, tu t'occupes de plusieurs athlètes olympiques et paralympiques. C'était un peu la folie, on va pas se mentir. Ces Jeux, il y avait des partenaires qui étaient hyper engagés, des marques qui suivaient les sportifs. Comment toi, tu as vécu ça, j'ai envie de te dire, en amont un petit peu des Jeux, parce que ça a commencé un petit peu avant, et pendant les Jeux, comment tu as vécu tout ça, toi? C'était la fièvre, la folie. On avait vraiment l'impression d'être dans quelque chose qui était beaucoup plus grand que nous. Et même s'il y a eu des longs mois de travail préparatoire, on n'était pas prêts. On était prêts, mais on n'était pas prêts. Donc, je l'ai vécu évidemment à travers mes athlètes, à travers Mélina Robert-Michon, notre porte-drapeau, et évidemment là, des souvenirs et des émotions extrêmement fortes qui m'émeuvent toujours aujourd'hui. Après, je ne vais pas faire un catalogue, mais évidemment, quelques petits souvenirs un peu plus fort, la demande en mariage de Charline Picon avec sa médaille à l'arrivée, la médaille que personne n'attendait, en duo avec Sarah Steuer. Tu le savais, toi, par hasard, ou pas? Non, pas du tout. non, je savais pas. Je suis allée la voir en début de semaine à Marseille. J'ai vu les familles, j'ai vu les futurs maris, etc. Mais je savais pas du tout. En fait, ça venait d'une blague qui avait été faite un peu avant. En gros, les filles, si vous faites un podium, on vous épouse. Mais à l'époque, personne, et peut-être du coup les futurs maris non plus, ne croyaient
en la médaille. Et pourtant, elle a été là. Et puis la finale de l'équipe de France de basket féminine avec Valériane Ayayi, en ce qui me concerne, où elles ont été à ça de l'exploit. À ça, voilà. Et malgré tout, c'était déjà un exploit. Donc, et derrière, forcément, tu vis quand tu es agent du côté des athlètes, mais tu abreuves les partenaires d'infos, de photos, tu les mobilises, c'est les groupes WhatsApp, c'est aussi les événements sur lesquels il faut passer. Enfin, tu t'appartiens pas. Et en fait, j'étais tellement heureuse que ça m'arrive parce que des jeux à la maison, alors si, on va en avoir en 2030, mais c'est encore un petit peu loin. Mais oui, forcément, un souvenir à part à tout jamais, je crois, pour nous tous, quoi. Voilà. On a tous fini sur les rotules, hein, je crois. Oui, c'est clair. Pour le coup, j'ai mis 3 mois à m'en remettre. Pareil. Ah ouais, violent. Scander, le comité olympique a travaillé main dans la main avec l'ANS, l'INSEP, les fédérations, P24 évidemment, l'organisation Paris 2024, pour maximiser l'avantage des Jeux olympiques à la maison, à domicile. Et par exemple, vous avez mis en place le dispositif Gagner en France. Tu l'as un petit peu évoqué, Mathilde. Quel bilan tu tires de ce dispositif, toi ? Bilan très positif, avec effectivement une démarche lancée en 2020, en parallèle de la stratégie Ambition Bleue de l'Agence nationale du sport. Et l'idée, c'était, avec l'ensemble des institutions, de voir comment maximiser les performances des athlètes avec des jeux à domicile et donc de les mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir se préparer, pour pouvoir performer pendant ces Jeux. Et donc, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été menées par ces différents acteurs. Au CNOSF, on avait pour rôle de préparer la délégation olympique et qui soit dans les meilleures conditions au village olympique, donc de mettre le bâtiment aux couleurs de la France, d'avoir des espaces dédiés à nos athlètes comme jamais on l'avait connu par le passé. C'était aussi travailler avec la maison de la performance de l'Agence nationale du sport qui était à côté du village pour pouvoir proposer des espaces de repos, d'entraînement pour nos athlètes. C'est aussi des entraînements sur les sites, sur les réplicas qui auront été utilisés pendant les Jeux. C'est tout un système aussi de billetterie pour l'entourage des proches, pour permettre aux athlètes d'être sereins pendant la compétition et de savoir que leurs familles sont dans les tribunes. C'est aussi ces carrés des supporters, en lien avec Paris 2024, où on avait 1000 leaders d'ambiance qui, pour chaque session, il y avait des Français, pouvaient mettre le feu dans les tribunes et les supporter, avec donc, le programme Aller les Bleus. Donc voilà, beaucoup d'initiatives du fait d'être à domicile et qui ont permis d'atteindre les résultats sportifs que tu évoquais, le top 5 pour les Jeux olympiques et le top 8 pour les Jeux paralympiques. Et donc gagner en France devient gagner au jeu, parce que l'idée maintenant c'est de rebondir. Tout à fait. L'objectif c'est de capitaliser sur ce qui a bien fonctionné sur Paris 2024, en adaptant aussi nos dispositifs à Milan-Cortina 2026. C'est pas loin de la France, mais on est sur un système de sites plus éclaté, avec des spécificités liées à ces Jeux. Et puis on travaille déjà sur Los Angeles 2028 pour voir comment on travaille sur la préparation en amont, le camp de base, le dispositif sur place. Et on travaille aussi, petite exclusivité, sur un futur Club France à Los Angeles 2028. Je ne vous dis pas où, comment et avec quelle ambition, puisque ça fera l'objet des discussions à venir. Mais voilà, on a aussi pour objectif de capitaliser sur cette marque et ce concept Club France sur les prochaines éditions des Jeux. Et évidemment, en 2030, en France, sur les 2 régions et puis plus largement dans toute la France, comment on poursuit ce dispositif très efficace et qui a porté ses fruits. Trop génial. Mais oui, c'est le concept de la fan zone, quoi, qui est juste dinguissime. Mais vous auriez tort, vous en privez. En tout cas, nous, on encourage sur les fan zones. Et sur le Club France, on parlait donc de faire du sport, de voir du sport, mais on a aussi fait la fête. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y avait une programmation musicale avec des artistes, de folie. Et donc, c'était aussi de faire vivre cette fête olympique. Et c'était aussi le rôle du Club France cet été. Oui, il y avait de la culture qui s'est ramenée en fait dans tout ça. C'était génial. C'était génial. Voilà. On n'a rien d'autre à dire avec Marie. On peut rien dire d'autre. Ah bah non, nous on a adoré. J'ai un chiffre. En 2020, après les JOP de Tokyo, 44% des athlètes ne se sentaient pas appartenir à l'équipe de France olympique et 63% estimaient ne pas avoir pu rencontrer ou parler avec d'autres membres de l'équipe de France. Tu en as parlé un petit peu, Mathilde, tout à l'heure, mais je crois que là, Titouan, t'en penses quoi? Tu te sentais vraiment dans cette équipe de France unie, toi? Tu te sentais bien?
Ouais, ça va, mais après, non, on n'était pas au village olympique, donc je pense qu'on a un peu moins vécu que les autres, quand même, mine de rien. Mais après, si, moi, j'ai fait aucun week-end bleu parce que je n'étais jamais là. Mais, tu repars avec la médaille, c'est pas mal non plus. Oui, mais non, franchement, si, c'était déjà. Après, franchement, je pense que c'est un peu. Tu peux t'inclure dedans si tu veux ou pas. Donc, déjà, regarder les courses à la maison, même si on n'était pas sur les lieux et avec tous les autres. Mais non, on se sentait bien et moi, j'avais l'impression déjà d'avoir le maillot et tout ça. Je me sentais français déjà. Tu t'es quand même fait tatouer les anneaux olympiques, je vois. Ouais, mais il n'y a pas de drapeau français dessus. Ah, ok. Non, je pensais à l'équipe de France olympique. Ah ouais, j'y ai pas pensé. Petite rancune, non, Donc, si je peux me permettre, prochain week-end bleu, on compte sur ta présence pour que tu puisses vivre ces moments forts. À un moment donné, je devais aller au dernier et j'étais pas là non plus. Donc... Ah là là, mais qu'est-ce que tu fais à chaque fois? Je m'entraîne. Il s'entraîne. C'était un stage. Ouais. Mais même par exemple, le fait d'embrayer derrière Antoine Dupont, tu t'es pas dit je suis dans la même équipe de France que ce mec-là qui vient d'être champion olympique avec le rugby à 7. Je pense à lui parce que c'est un peu le premier gros moment de fédérant autour de l'équipe de France. Tu vois, tu t'es pas dit purée, waouh, j'ai le même maillot, je porte les mêmes couleurs, je fais partie de la même team, quoi. Si. Ah. Après, moi, c'est plus mon collègue. Moi, quand Nico il a gagné avant moi, je me suis dit allez. Je ne vais pas le laisser prendre une médaille tout seul, je vais avec lui, moi. Ouais. Il y avait quand même 664 athlètes aussi qui ont utilisé l'appli Équipe Fra. Tu l'as utilisée, toi, j'imagine, Mathilde. Elle était cool, cette appli, quand même. Cette appli, elle recensait différentes informations. Ce qu'on a pu voir, par exemple, c'était pendant les Jeux, on voyait les médailles, on voyait les anniversaires. Moi, j'ai fêté mon anniversaire en étant aux Jeux Olympiques et j'ai adoré. On t'a souhaité ton anniversaire. Beaucoup de personnes. J'ai vu Zizou sauter mon anniversaire. Voilà, c'est vrai. Non, mais pour ça, l'appli, c'est OK. Ça paraît surréaliste. Non, mais cette application, elle était là et ça fait partie des nombreux exemples, mais qui en effet réunissait les athlètes. Et pour ma part, j'ai eu la chance de faire un week-end bleu et en fait, tu rencontres des athlètes et après, tu arrives au village. Tu es submergé d'émotions, tu es submergé de... y a beaucoup d'informations aussi, il faut en même temps te mettre dans ta compète. Et le fait de voir d'autres athlètes que tu connais, que tu as déjà rencontrés, qui portent le même maillot que toi, ça rassure aussi. Et en plus de ça, il y avait tout ce soutien, comme je le disais, où on s'est senti soutenu. Il y avait les autres athlètes, le tir à l'arc, qui venaient tout le temps nous voir. Alors, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui à votre match? Enfin, on sentait cette appartenance. Et dans la stratégie du CNOSF, il y avait aussi l'enjeu de protéger notre délégation. Et cette application a permis aussi aux athlètes d'avoir accès au guide de la délégation et à toutes les règles en matière juridique, en matière d'intégrité, sur question de dopage. Et donc, voilà, on souhaitait aussi proposer des outils adaptés en amont avec des actions de sensibilisation et puis pendant les Jeux pour qu'ils soient le mieux accompagnés possible. Donc il y avait l'organisation opérationnelle, notamment au village ou sur les autres sites. Il y avait les éléments de cohésion pour fédérer cette équipe de France et avoir ce sentiment d'appartenance. On souhaitait protéger nos athlètes pendant et en amont des Jeux. Et puis il y avait aussi toute l'action de soutenir nos athlètes avec la billetterie, avec les carrés de supporters, avec le Club France. Et donc c'est cette action transversale qu'on a beaucoup travaillé dans le cadre de Gagner en France. Et de la même manière, l'Agence nationale du sport avait d'autres actions et avec des moyens inédits, notamment grâce au ministère des Sports et des Jeux à l'époque, pour pouvoir déployer tous ces programmes au service des athlètes et notre délégation. J'aime bien à l'époque. À l'époque, oui. Non, à l'époque, les Jeux, le titre du ministère. Peut-être que ça reviendra avec 2030, mais voilà, aujourd'hui, on est sur un ministère des Sports, de l'éducation, de la jeunesse et de la vie associative. Alors les Jeux chez nous, ça permet en tout cas d'avoir des histoires assez exceptionnelles à raconter et ça permet aussi d'avoir des sportifs moins médiatisés. Tu le disais, tu parlais de sport mineur, même si ce terme fait mal, c'est sport olympique, d'être projetés sur le devant de la scène. Et justement, on aimerait revenir sur une histoire qui nous a marqués. Et pourtant, les Jeux Olympiques et Paralympiques n'avaient même pas encore commencé. C'est celle du plongeur Alexis Gendard. Maxime, je vais te laisser la main parce que c'est un ancien collègue à toi. Et oui, absolument. Je vais rappeler un petit peu le contexte quand même. C'était le 4 avril 2024. Il y avait l'inauguration du centre aquatique olympique de Saint-Denis. Arrête de rigoler, Mathilde. Et donc, Alexis, qui est l'un des plongeurs de notre belle équipe de France, participait à une démonstration en présence du président de la République, Emmanuel Macron. On va déjà commencer par mettre la vidéo, si tu le veux bien, Julien, qui est en régie. Parce que quand même si vous l'avez certainement tous vu, l'image est quand même assez exceptionnelle.
Donc là, on est en pleine démo, on est surtout devant Emmanuel Macron. Donc grosse chute d'Alexis Gendard, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Et en plus, ce qui a vraiment bien marché, c'est qu'Alexis, en plus, il en a super bien joué sur les réseaux sociaux en faisant une petite ref à la 7e compagnie, en disant « j'ai glissé chef ». Et donc énorme coup de com' involontaire de la part d'Alexis, parce que je rappelle quand même que ce mec-là qu'on vient de voir est un énorme champion de plongeon. On ne le connaissait pas avant cette chute, il est quand même médaillé mondial et champion d'Europe. Mais voilà, énorme coup de com' involontaire qui a projeté ce plongeur sur le devant de la scène. Et il fait partie aujourd'hui des sportifs les plus suivis sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il a plus de 100 000 abonnés. Sa vidéo, elle a fait plus de 3 millions de vues. Voilà. C'est quoi ce petit sourire, Marie? C'est parce que je sais la question que je m'apprête à poser, notamment à Caroline, toi qui accompagne des athlètes. Est-ce que tu confirmes que ce qui fait vendre, c'est plutôt les histoires finalement que les résultats purement sportifs, ou les deux? Enfin, quelle est ton analyse là-dessus? Forcément les deux, mon capitaine, hein, mais globalement, les histoires. Alors là, Alexis, voilà, j'ai réagi pendant les propos de Maxime parce que franchement, c'était tellement bien joué. C'était le seul truc à faire. Voilà, donc lui, forcément bien joué. Et la preuve que les histoires, ça marche. Après, évidemment, les performances, les maillots, les victoires, bon, bah, on sait très bien que les athlètes, Léon Marchand, etc., qui accumulent les titres, les performances, voilà, ils sont dans une sorte de panthéon qui n'appartient un peu qu'à eux et que pour eux, forcément, tout va bien. Mais après, pour tous les autres, et Dieu sait qu'il y a du talent dans tous ces autres, bah, évidemment que de pouvoir raconter des histoires, le storytelling, d'arriver à prendre position sur des sujets, pas forcément des sujets politiques ou polémiques, mais par exemple un sujet que je connais bien, j'ai plusieurs de mes athlètes qui sont mamans, donc la maternité des sportives, mais bon, il n'y a pas que ça. Évidemment que pour travailler avec les marques, pour aussi intéresser la presse, pour avoir le bon contenu sur les réseaux, le storytelling, oui, ça marche et ça marche très bien. Méga important. Vous en pensez quoi, Titouan et Mathilde, de ça? T'as vu la chute, toi, Titouan? T'avais vu la chute? Ouais, je l'ai vu. Moi, je vais pas vous cacher, depuis le début de l'année, je cherche des partenaires et tout, je galère à en trouver. Ah bon? Et c'est un truc qui m'énerve un peu parce que j'ai l'impression qu'on doit devenir des super-héros. En fait, les sportifs, on doit raconter notre vie, être marrant, être beau, faire des bonnes études. Moi, dès que je me présente quelqu'un et quelque part, on me dit « Ouais, tu fais quoi comme études et tout ?» J'ai l'impression, je dois dire que je veux faire docteur, des trucs comme ça. Ouais. J'ai l'impression, en fait, de base, on est des athlètes, on doit gagner des courses. Et en fait, maintenant, ce qu'il faut pour en vivre, il y a tellement de gens qui font ça que faut savoir tout faire et tout bien faire. Donc, je pense que c'est hyper dur maintenant. Carrément. Et mentalement, c'est déjà hyper difficile de se concentrer sur sa carrière. Ouais, complètement. Et maintenant, tu te concentres sur ta carrière, trouver des partenaires, sinon bah, tu la payes pas ta carrière. Faire des études, parce que sinon, après ta carrière, bah, tu fais quoi? Bah, tu fais rien, t'es mort. Donc, ouais, je pense que c'est compliqué. Il faut être bien accompagné surtout. On en parlait justement avant cette émission avec Mathilde. Ouais, non, mais je pense que c'est du marketing. Je pense en effet qu'il faut partager des valeurs. C'est très difficile en effet stratégiquement et on n'est pas assez accompagné sur le sujet en tant qu'athlète. On ne nous prépare pas à tout ça. On est souvent dans des microcosmes, on est souvent juste sur le terrain avec notre équipe, etc. Et quand on doit s'ouvrir au monde extérieur, trouver des partenaires, se vendre, c'est toujours, c'est quelque chose qui n'est pas simple pour beaucoup d'athlètes. Donc en effet, quelque chose à apprendre et pourquoi pas à renforcer à terme pour préparer les prochaines Olympiades plus sereinement pour les athlètes. En tout cas, le message est passé. Titouan Castrit, ici présent, vice-champion olympique, a besoin de partenaires. Non, je suis pas là pour faire ma pub. Vous pouvez contacter Caroline, du coup, qui va s'occuper dorénavant des affaires du... Il n'y a pas de problème. Je veux dire, ça fait partie du bilan et c'est quand même un point qu'on se devait d'aborder. Tu n'es pas le seul, sache-le. Vous êtes très nombreux à galérer 9 mois après les Jeux, médaillés ou pas médaillés. Porte-drapeau, pas porte-drapeau. Il y a aussi un retour de Bambou qui porte-drapeau, pas porte-drapeau. Oui, aussi. Il y a un retour à la réalité qui est pas aussi évident. Et c'est vrai qu'on a une grosse hype des partenaires, des marques autour des Jeux et que là, c'est plus compliqué. Et ça méritait d'être dit que les athlètes ne sont pas un support marketing, justement. Ça fait plaisir que tu aies pu l'exprimer. Après, je ne dis pas que je galère non plus, hein, mais moi, ce qui m'énerve un peu dans ce truc, c'est que c'est tellement du marketing, c'est complètement faux. En fait, moi, parfois, on me demande de me rallier à des causes et tout ça, mais en fait, si ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Ah, faut pas le faire. Non, pour que ça marche, il faut qu'il y ait de la sincérité. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, maintenant, le sport, ça devient tellement du marketing, de se faire voir.
Et je trouve que parfois, il y a un peu des dérives et trop de business. Et quand même, de base, on est des athlètes et on doit être bon sur la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée ou sur un match. Donc, parfois, un peu se recentrer quand même. Et rassure-toi, post-2024, tout ça risque de bien changer parce qu'aujourd'hui, le marketing, les entreprises qui ont envie de soutenir des athlètes, etc., je suis bien placée pour le savoir, il y en a beaucoup moins, ça s'est beaucoup calmé, donc je mise sur un retour de la performance. Non, mais je ne parle pas que de la performance. Non, mais j'espère que ça je va comprends ce que tu veux dire, mais c'est vrai que oui, les lendemains sont difficiles. Alors, très rapidement, Skander, avant qu'on ne passe à la deuxième partie de l'émission, Equipfra, le compte Instagram Equipfra compte aujourd'hui 307 000 followers. C'est un bilan très positif pour le comité olympique qui peut désormais activer une communauté considérable. Est-ce que vous aviez imaginé ça? Et à l'heure du bilan, est-ce que pour toi c'est un réel enjeu? Et quelles sont les perspectives pour l'animation de ce réseau social dorénavant, post-olympique? Equipfra, c'est essentiel pour le comité olympique et plus largement pour le COJO Alpes françaises 2030, puisque ces marques et ces programmes Equipfra vont être partagés avec le comité d'organisation. Et donc c'est un vrai sujet pour faire venir les entreprises aussi partenaires des Jeux en 2030. Et donc effectivement, les Jeux de Paris 24 ont permis d'obtenir ces chiffres exceptionnels. On a pu aussi, grâce au Club France, avec un centre des médias, travailler sur une médiatisation très forte de nos médaillés, de notre équipe de France. Et donc il faut poursuivre justement pour faire encore amplifier cette marque, utiliser nos réseaux sociaux et déployer peut-être d'autres encore offres de communication et que 2030 puisse se servir aussi de cet asset majeur pour nous. Tout à fait. Ouais. Super. Eh bien écoute, on a beaucoup parlé du pendant JOP, mais on n'a pas encore vraiment parlé de l'après, et c'est là que ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'il en reste de ces Jeux? Ne bougez pas, on en parle tout de suite. Alors, qu'est-ce que ces Jeux ont changé pour vous quatre? Mathilde, j'ai envie de commencer avec toi. Ton après-JO, il a ressemblé à quoi? Nouvelle vie pour toi, quand même? Beaucoup de changements, il faut le dire. Des changements qui ont été préparés, anticipés d'une certaine manière. J'étais bien accompagnée. J'ai eu la chance de faire des études en parallèle de ma carrière pour préparer l'après-carrière, donc la reconversion. J'ai été accompagnée. Pour autant, ça a été très difficile émotionnellement. Pour beaucoup d'athlètes, je pense, même en ayant préparé, comme je le disais, les choses, ça a laissé la place à un grand vide. Forcément, quand on se réveille, je le disais tous les matins, à se réveiller, à penser qu'à une chose et avoir cet objectif. Moi, je compare souvent les Jeux Olympiques à mon Everest un peu. Ben, quand on a gravi l'Everest, qu'est-ce qu'il nous reste à gravir derrière? Donc, c'est se redéfinir, se retrouver. J'ai pris beaucoup de temps pour moi, pour être aussi avec ma famille. Mais il a fallu aussi cette période et c'est important, je pense, de l'assumer et de dire que l'après-jeu n'est pas facile pour les athlètes. Voilà. C'est clair? Oui, effectivement. Puis ça le reste longtemps, en vérité. Il y a toujours quelque chose qu'on laisse derrière nous et que l'on sait qu'on ne retrouvera pas. Peut-être les climax de ta vie étaient avant. Alors pour le coup, toi, Titouan, tu as encore une belle carrière devant toi et tu te projettes évidemment sur Los Angeles. Ouais, j'espère bien. Bah, moi, après JO, je pense pareil, j'étais vraiment surtout très très fatigué. Pareil, il me restait une semaine à la fin de nos épreuves. J'ai eu vraiment du mal à rester sur Paris toute la semaine parce que j'étais mort et j'avais pas envie de voir du monde surtout. J'avais envie d'être tranquille dans mon coin. Donc après les Jeux, je suis rentré chez moi. J'ai fait un mois à pas voir grand monde à part mes potes et ma famille. Donc ça m'a fait du bien. Et après, par contre, cette deuxième place m'a bien mis m'a bien donné les crocs. Donc j'ai vraiment pas eu de mal à retourner à l'entraînement et j'ai pas eu du mal à plus me la coller encore qu'avant les Jeux, donc c'est vite reparti et là je suis en plein dedans, donc je prépare la saison qui arrive. Trop bien. C'est bien cet enchaînement. Tu avais presque besoin de t'isoler, mais tu avais vu tellement de monde limite pendant ces 2 semaines qu'il fallait un isolement, quoi. Ouais, je pense je suis pas non aux bases. Quelqu'un non plus de hyper extra sociable et tout ça, qui a envie de voir tout le monde, de rencontrer des gens que je connais pas et de discuter de ma vie personnelle. Donc ça me faisait du bien de rentrer chez moi, de voir les gens que je connaissais, avec qui je me sentais bien et juste de poser un peu la tête. Ouais, ta petite safe place, quoi. Ma petite safe place. Caroline, ça donne quoi après les Jeux, alors? Alors, on est fatigué. Après les Jeux, l'avantage, c'est que nous, dans nos boulots, agents, attachés de presse, tout ça, dans les semaines et mois qui suivent les Jeux, on a encore beaucoup de travail. Donc, la coupure n'est pas brutale. C'est vraiment au début d'année 2025 où là, on se dit, waouh, c'est un peu comme les athlètes. En fait, ça fait 7-8 ans qu'on est arrivé sur un seul et même objectif.
Et nous aussi, on doit se réinventer et on doit avoir beaucoup d'imagination pour aider nos athlètes à passer cette période et puis aller chercher de nouveaux partenaires parce qu'à un moment, je veux dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, après le nirvana estival, la douche, pour ce qui concerne la recherche de partenaires, elle est plus que glaciale. C'est très difficile. Il y a beaucoup de casses. Il faut juste. Ça ne remet en rien en question le succès exceptionnel des Jeux de Paris et du travail de tout le monde. En revanche, aujourd'hui, la situation est extrêmement tendue. Moi, j'ai eu beaucoup d'athlètes, notamment des athlètes médaillés, et notamment ceux qui ne sont pas sûrs de se projeter vers Los Angeles 2028, qui m'ont contacté parce que se disant on a été médaillé, donc on veut capitaliser. Et c'est bien normal quand on sait le sacrifice, ce que coûte une médaille. Et je leur disais, mais clairement, je ne vais pas te signer parce que tu ne vas pas être content, parce que je ne vais pas être contente non plus, parce que là, dans l'immédiat, c'est le désert. Il y a pas. Et même pour les athlètes qui ont été médaillés, quelle que soit la couleur de la médaille, des athlètes avec beaucoup de visibilité, beaucoup de médiatisation, il n'empêche que, et évidemment ça c'était aussi prévisible à ce point, je ne pensais pas, puis il y a aussi une situation économique française, mais aussi internationale qui fait que bon, ça n'aide pas non plus les entreprises à se projeter, mais sincèrement je ne pensais pas que ce serait à ce point. Alors après, je ne veux pas être que négative, même si ce n'est pas facile pour le moment. Voilà, les choses vont... Je reste optimiste, mais quand même, une petite lueur d'optimisme, d'expérience que j'ai pu vivre avec 2 partenaires qui avaient prévu d'arrêter à la fin de l'année parce qu'ils avaient été très clairs du début, on ne peut pas leur en vouloir. Ce n'était pas forcément dans leur culture d'entreprise de faire du sponsoring. Et en fait, qui se sont rendus compte, bon, pour la com externe, ça a marché, mais pas plus, pas moins. C'était la période des Jeux. Tout le monde communiquait sur les Jeux, donc c'est pas ça. Mais c'est surtout en interne. Et ils se sont rendus compte que ça a créé le fait d'avoir des athlètes, d'être focus autour des athlètes, de les faire le partage d'expériences, etc., que ça a créé quelque chose en interne qu'ils ont envie de poursuivre et donc peut-être par-ci, par-là, des contrats qui vont continuer alors qu'on n'aurait pas misé dessus. C'était ma petite note optimiste, ce sera la seule. C'est énorme, c'est énorme. Ça valait le coup d'être précisé parce que c'est vraiment une thématique qu'on essaie de travailler aussi avec la CAN, de mettre en relation les athlètes avec les sociétés, mais sur le long terme et pour ce qu'ils peuvent apporter de cohérence et Oui, on peut faire plein de comparaisons entre le monde. La transposition est assez évidente et toujours enrichissante et ça fonctionne toujours. Donc moi, je ne saurais que trop inciter les entreprises à avoir ça en tête et à faire... Inspiration, quoi. Exactement, et le partage, voilà, c'est important. Skander, tu avais pu imaginer, toi, avec tes équipes CNO, que l'effervescence soit telle pendant et qu'après, pour le coup, le retour à la normale soit un peu abrupt comme ça? Alors on avait fait en sorte de préparer au mieux aussi pour les collaborateurs cette période des Jeux assez exceptionnelle, inédite pour le CNOSF, autour de l'équipe de France, du Club France sur 2 sites. L'ensemble des collaborateurs ont été mobilisés sur ces Jeux et c'est vrai qu'ils avaient besoin un peu de repos. On n'a jamais autant travaillé que cet été et donc ça fait du bien de souffler, mais finalement la descente a été très courte puisqu'il a fallu faire les bilans. Il a fallu aussi préparer l'héritage des Jeux et en particulier de la suite du COJO Paris 2024. Et puis ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on était lancé dans une nouvelle aventure olympique et donc de travailler à la mise en place d'un nouveau COJO 2030. Et donc c'est vrai que ça nous a aussi beaucoup occupé en cette fin d'année 2024. Et puis on préparait les échéances 2026 et on avait la particularité, on a la particularité d'avoir des élections au mois de juin. Et donc il fallait aussi finir le mandat et un certain nombre d'actions qu'on avait un peu décalées du fait des Jeux, eh bien qu'on puisse au premier trimestre 2025 aller au bout de nos programmes. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas eu tellement de descente et l'ensemble des collaborateurs ont pu, et c'était l'objectif, se projeter et continuer à avancer pour le CNOSF. La vie continue. Magnifique. Alors on a vu un impact aussi hyper positif sur le nombre de licenciés
Et là, on est tous réjouis de cette histoire. Certaines disciplines comme le tennis de table, par exemple, il y en a d'autres. Mais alors, le tennis de table, c'est l'emblème parce qu'avec les frères Lebrun, ils ont vraiment vu leur nombre de licenciés exploser. Et tiens, on voit ça s'affiche là, parfait. Ah bah voilà, mais alors tu vois, outre le tennis de table, l'escrime a pris 19% de licenciés en plus. Il y a le triathlon qui a fait une poussée de croissance incroyable avec 32%. Et c'est vrai qu'on a fait le rapport clairement quand même avec les audiences des médailles et l'impact que ces médailles ont pu avoir, et notamment celle de Cassandre Beaugrand qui a quand même crevé l'écran pendant ces Jeux. En termes d'héritage, justement, Skander, tu avais ce mot dans la bouche pas plus tard qu'il y a 3 secondes. Si on regarde ces augmentations de licenciés, et notamment côté handisport aussi, c'est plutôt pas mal que les Français se mettent à reconnaître, alors que vraiment, pour le coup, ils ne connaissaient pas forcément les athlètes handi. On a l'impression que tout est un petit peu retombé. On l'a dit, les sponsors qui ont lâché certains athlètes, le ministère qui a réduit le budget. Mais on peut parler d'un héritage peut-être plus durable sur le long terme, et notamment avec ce genre de chiffres plutôt intéressants sur le nombre de licences. Bon, ce qu'il faut se rappeler aussi entre nous, c'est que les Jeux ne peuvent pas tout. Et donc effectivement, cette logique d'héritage, c'était de se dire comment les Jeux peuvent faire évoluer les comportements, avoir un impact sur les individus dans une société. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'objectif, c'était que plus de Français puissent se mettre au sport, plus de Français puissent rejoindre un club. Et donc on a des chiffres intéressants pour un certain nombre de fédérations où il y a une croissance post-JO du nombre de licenciés. C'est vrai que ça ne concerne pas forcément toutes les fédérations. C'est des chiffres de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire qui sont en cours de consolidation. C'est qu'un panel de fédérations, donc il faut qu'on attende les chiffres définitifs. Mais donc il y a effectivement ce mouvement des Français vers les clubs. Et ça, c'est une très bonne chose. Il y a eu la grande cause nationale aussi en 2024 qui a permis de parler de sport, de faire venir le maximum de Français dans des clubs ou sur des pratiques sportives. Donc voilà, il y a ce phénomène-là. On avait essayé d'anticiper, notamment avec l'impulsion du ministère, pour que les fédérations puissent mettre en place des plans et anticiper l'arrivée de nouveaux licenciés en termes d'équipements sportifs, en termes d'emploi. Et c'est vrai que toutes les fédérations ne sont pas logées à la même enseigne. Il y en a certaines qui refusaient déjà des licenciés sur certains sports collectifs comme le basket et le handball. Et donc, les Jeux n'ont pas permis de forcément accueillir de nouveaux licenciés. D'autres, au contraire, avaient de la place, et comme le tennis de table ou d'autres, et ont pu accueillir ces licenciés. Donc, voilà, c'est la dynamique qu'on recherchait. Difficile encore d'avoir une évaluation totalement consolidée et fine, mais ça fait partie, et il y a d'autres aspects d'héritage, de l'héritage positif des Jeux. C'est simple, hein, du sport à la télé, des champions français, et tout le monde s'inscrit à la rentrée, et on a des bons chiffres. Alors écoute, on a beaucoup parlé de notre regard français sur Paris 2024, mais comment ces Jeux ont-ils été perçus à l'international? Du coup, on va en parler justement dans cette partie qui suit. Eh ben, bilan international hyper positif. Franchement, tout le monde voulait être de la partie. On va pas se mentir. J'ai regardé un documentaire Netflix il y a pas longtemps sur la Dream Team au basket qui disait clairement, où ils avaient réuni vraiment toute la grosse équipe. Tout le monde voulait être là à Paris 2024. Franchement, Paris 2024 en tout cas a marqué les esprits, même au niveau de l'international. Regardez. The Olympics in Paris has been incredible. A bucket list. It was so amazing. I teared up. C'est juste vraiment ces Jeux à Paris, c'est un rêve qui se réalise. Chants were incredible, atmosphere great. All of the French people have been so supportive of these games. And you hear like media headlines, oh, they don't want to host the Olympics, you know, everyone's leaving, but everyone that I've interacted with has had nothing but smiles and friendly demeanor. It's been an unbelievable Olympics, and I am going to remember this for the rest of my life. It was one of the best atmospheres I've been in my life. Yeah, one of the best sporting atmospheres I've witnessed. And I've never experienced anything like that before. I'm really proud. I had fun. That energy was insane. This is surreal. This is a dream. Wow! This is a dream. This is a dream, this is unreal. Non mais on a fait forte impression quand même, c'est stylé. Ça a commencé avec la cérémonie d'ouverture où la presse était dithyrambique, presse écrite internationale dithyrambique sur cette cérémonie d'ouverture. Et c'est vrai que
peut-être ce qui a quand même participé de cette fame incroyable, c'est, on va pas se cacher, c'est Paris en elle-même en fait. C'est ces sites incroyables, le Grand Palais, enfin ces endroits complètement qui ont sublimé le sport, quoi. C'était fou. Est-ce que vous avez des retours d'athlètes avec lesquels vous avez l'habitude de concourir ou quoi, qui vous ont parlé de ces Jeux à Paris et de comment ils l'ont vécu? Bah, forcément, ils ont kiffé, mais ils avaient limite un peu les boules, on va dire, parce que en fait, quand ils partaient, bah, ils avaient 2 fois moins de bruit que nous. Et donc, tu vois l'ambiance, ils se disaient, mais en fait, nous aussi, on aimerait avoir les Jeux à la maison comme vous l'avez eu. Donc, je pense que ouais, tout le monde était envieux. Bah, tout le monde déjà a forcément kiffé, mais aussi les gens étaient envieux de notre position d'athlètes français qui ont eu tout ce soutien énorme et historique un peu. Et toi, Mathilde? Oui, tous les athlètes étaient... Pour avoir échangé avec des athlètes au sein du village olympique, ils disaient tous que c'était selon eux le meilleur village déjà, alors qu'on a parlé des athlètes qui avaient comparé quand même pas mal de villages. On a beaucoup parlé notamment de la sphère médicale. On avait un hôpital au sein du village olympique avec l'accès aux soins pour n'importe quel athlète de n'importe quelle nationalité. Incroyable. Et ça, c'est, je pense, une chance réelle qui a été aussi mesurée par les athlètes internationaux dans le cadre de ces Jeux. Donc, c'était vraiment incroyable. Pour le coup, que des retours positifs. Pourtant, il a plu. On aurait pu croire que la cérémonie d'ouverture, ce serait catastrophique parce que les conditions météo n'étaient pas là. Les gens râlaient parce que les quais de Seine étaient fermés une semaine avant, mais finalement, ça en valait bien la peine. Enfin, tous les Franciliens qui sont partis aussi et qui ont un peu déserté, pour beaucoup avec qui j'ai pu échanger, m'ont dit qu'ils regrettaient sincèrement d'être partis. Donc, vraiment, je pense que tous les avis se rangent du même côté. Hein. Ouais. Céline, elle a mis tout le monde d'accord à la cérémonie d'ouverture. Oui, effectivement. Non, mais il paraît que c'est du playback. Non, ne rentre pas dans ce genre. Mais non, c'était pour la petite histoire. Qu'il est beau ce bateau. Elles sont belles ces images. En tout cas, la CAN, elle était là avant. La CAN, elle était là avant. Pendant, et sera bien là après cette Olympiade. On va regarder justement tout de suite de près son action depuis 4 ans. Son action, ou devrais-je dire ses actions, parce qu'il y en a eu plusieurs. Effectivement. Marie, pour cette dernière partie, tu vas arrêter un petit peu d'être animatrice et tu vas être une simple invitée, on va dire. Si je peux rester à ma place. Oui, tu peux quand même rester à ta place. Cool, je tolère ça. Mais surtout que maintenant, tu es coprésidente de la CAN. Bravo. Oui, c'est beau. Merci. Avec qui? Avec un garçon qui s'appelle Axel Clerget. Ce serait pas champion olympique, lui, par hasard? De judo. Ouais, j'ai pas du tout envie de... Tu vois, j'ai envie d'être alignée tout le temps avec lui sur les sujets. Tu m'étonnes. Je me range derrière son avis en permanence. Oui, Axel, très bien, Axel, faisons comme ça, Axel. D'accord, Axel. Comment vous avez travaillé, tiens, pendant 4 ans? Je pense qu'on va travailler comme on a travaillé. La question, c'est comment on a travaillé? Oui, on est sur le bilan. D'abord. Comment on a travaillé? Mathilde pourra en témoigner. On a essayé de faire on a fait des groupes de travail sur des sujets au départ de ce mandat. Et finalement, chaque sujet s'est plutôt emparé vraiment d'un projet. Et on est devenus des groupes de projets. Et c'est pour ça que je pense que cette CAN a été assez effective sur ce mandat. C'est que finalement, elle a pris des sujets particuliers à bras-le-corps. Elle s'est dit, OK, le constat, c'est ça. Le problème ou la problématique pour les athlètes, c'est celle-là. Comment on peut faire pour trouver des solutions? Alors, il y a toutes des phases de réflexion, puis après, il y a des phases de mise en action où là, on n'est rien, cette CAN n'est rien sans le CNOSF qui, lui, va avoir le bras armé, des gens pour travailler, de l'argent pour développer les actions. Donc, un beau mandat, en vrai. Ouais. Skander, combien d'employés autour de la CAN? On a aujourd'hui 2 personnes qui accompagnent les sujets athlètes au CNOSF, plus un stagiaire pour compléter l'équipe. Et c'est vrai que pour la nouvelle mandature, il y a des enjeux incroyables, Marie va les évoquer. Et quand je parlais d'héritage tout à l'heure, il y a aussi l'héritage financier du COJO, puisque au mois de mars dernier, on a annoncé un boni qui serait pour la promotion du sport, pour la célébration des Jeux et aussi pour les athlètes. Et donc, on a une marge de manœuvre, des leviers pour travailler avec la CAN, avec les athlètes sur ces sujets. Tu peux préciser une boni, ce que c'est exactement? Oui, pardon. Donc, c'est à la liquidation du comité d'organisation, il va y avoir un résultat financier positif pour ce comité d'organisation et donc un reversement de ce boni, de cette somme, aux acteurs qui ont fait les Jeux,
pour célébrer Paris 2024. Et donc en 2025, pour les 1 an des Jeux, on a tout un programme, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, pour revenir sur cette magie des Jeux, pour déployer des actions de développement du sport, la semaine olympique-paralympique, tout un tas de programmes qui ont été amplifiés grâce aux Jeux, et puis un axe autour des athlètes, qui sont les premiers acteurs des Jeux, et notamment les questions de santé mentale, les questions d'accompagnement professionnel, psychologique, pourraient être abordées et accompagnées grâce à ce bonnier. Donc la CAN a son... Ce n'était pas la question de départ, mais c'est mes précisions, parce que je trouve que c'est un levier important pour la future CAN. Ça veut dire que les athlètes vont avoir une prime? C'est pas tout Alors non, là, il y aurait beaucoup de raccourcis de fait. Ça veut dire qu'il y a des marges de manière financière au sein du CNO qui vont peut-être nous permettre de regarder certains projets ambitieux, ou en tout cas de les regarder de manière ambitieuse, parce qu'on sait qu'on aura peut-être un peu plus de facilité à les mettre sur place, à les mettre sur pied. Et comme on sait, on a déjà dit tout à l'heure que le budget de sport est plutôt en berne et que voilà, on a plutôt eu cette rengaine qui est revenue souvent cette année de dire oh là là, comment on va faire. Et bien voilà, Scander appuie sur le fait qu'on a un petit peu plus de marge de manœuvre, en tout cas de notre côté. Trop bien. Ce qui est excitant. Ouais. Sur quel projet vous avez pu bosser toutes les deux, Marie et Mathilde, qui avaient bossé pendant 4 ans d'une façon très acharnée? Surtout Mathilde. Non, mais Mathilde, toi, tu as bossé sur la plateforme unique SocioPro pour les athlètes. Je crois que c'était France.sport. Pas sur cette plateforme en particulier. Alors, en effet, cette CAN, elle n'a pas un rôle juste de représentation, mais on a tous, pour les plus investis, voulu être acteurs sur les projets, comme le disait Marie. Donc, pour ma part, il y en a plein des projets, comme l'a évoqué Scander. Tout ce qui, en fait, va traiter de la vie des athlètes, de la performance des athlètes. Donc, ça va de la reconversion. Donc, il y a un parcours de reconversion des athlètes qui a été mené, avec donc 15 athlètes qui ont été mentorés. C'est un parcours qui a été créé en collaboration avec l'APEC. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'accompagner 15 athlètes sur leur parcours de reconversion, que ce soit du bilan pour se poser la question de qu'est-ce que je veux faire plus tard, à la création d'entreprise, l'accompagnement global, donc avec des mentorats. Donc l'idée, c'était vraiment de mettre le doigt sur les besoins de reconversion des athlètes. Il y a des projets qui ont été menés concernant la cotisation des retraites, avec l'élargissement aussi sur la partie cotisation des retraites pour les années antérieures. Il y a une catégorie qui a été élargie. Les sujets notamment des week-ends bleus, il y a eu cette fameuse plateforme et cette évaluation socio-professionnelle qui a été faite en lien aussi avec les engagements du ministère pour éviter la précarité sur les athlètes qui préparaient les Jeux de Paris 2024. Donc c'était vraiment toute cette sphère à la fois environnement professionnel, préparation de la reconversion, santé mentale aussi, les enjeux de bien-être des athlètes. Donc, Marie, cite-en d'autres parce que j'en ai plein en tête. Cette émission, c'est l'occasion pour les athlètes de traiter des sujets qui les concernent et de pouvoir le faire. Et vu les chiffres très, très positifs qu'on en retire, on se rend compte qu'il y a un public. Il y a plus de gens qui regardent l'émission que d'athlètes sur liste de haut niveau. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui s'intéressent parce qu'il y a des ponts à faire. On en revient à ce que tu disais avec les entreprises, parce que c'est inspirant, parce que les problématiques d'un athlète dans sa carrière peuvent être les mêmes que monsieur tout à chacun dans sa carrière professionnelle. Cette émission, c'est une chance. On est la seule commission des athlètes au monde à avoir la chance de pouvoir créer une émission où Scander ne nous appelle pas le 10 du mois pour dire alors non, ce sujet, on ne va pas l'aborder parce que c'est pas super. Enfin, tu vois, on est vraiment très libre d'aborder les sujets qui nous paraissent être les sujets importants et à traiter, que ce soit pour en parler ou pour donner des solutions, pour parler de ce qu'on fait, du coup aussi. Sur le suivi SocioPro ou sur la reconversion, on a fait une émission spéciale où on a vraiment fait le tour de toutes les possibilités que les athlètes ont. Une émission que n'a pas regardée Titouan parce que pour l'instant, sa reconversion, il s'écarte. Mais un jour, il se fera un replay. Il dira alors attends, je note. T'as fait quoi comme étude, Titouan? T'es pas docteur? Oh là là, tu sors. Cette émission, elle va aussi dans la continuité de l'engagement aussi, de l'évolution qu'il y a dans la loi sport. C'est donner plus de parole aux athlètes. Il y a aussi le sujet de la CAN fédérale, donc maintenant la place des athlètes au sein de la gouvernance des fédérations. Donc c'est aussi mettre en lumière le fait que, encore une fois, on n'est pas que des simples athlètes. Il y a beaucoup cet écosystème du sport français, finalement, on n'est pas juste le pion qu'on va bouger, mais on en fait partie. Et le fait de nous donner la parole et de s'exprimer sur nos besoins, nos attentes pour performer, eh bien, ça permet aussi de faire avancer les choses tous ensemble. Jusqu'en 2022,
les athlètes n'avaient pas leur place dans la gouvernance des fédés. Tu ne pouvais pas participer à un conseil d'administration de ta fédé. Et avec la loi sport, on a travaillé avec la CAN, la commission des athlètes, pour faire en sorte qu'il y ait un volet dans cette loi qui ne soit pas amendé. Donc je ne vous dis pas, on est passé par tout un tas d'étapes, mais au final, la loi a été votée avec cette façon de nouvelle de faire les choses, donc qui implique et qui oblige les fédérations dorénavant à consulter les athlètes, avoir une commission des athlètes qui doivent avoir un vrai rôle dans la gouvernance. C'est pas rien, ça paraît assez logique maintenant qu'on en reparle, mais pour le coup, c'était pas le cas. Et c'est des petits pas qui ont fait qu'on en est arrivé là. Je crois que c'est la plus belle réussite de ce mandat. Ouais, ça montre vraiment l'évolution en fait de la représentation du sport et du milieu associatif français aussi, avec la parité également maintenant dans les instances dirigeantes où il y a autant d'hommes que de femmes. Donc c'est vraiment aller vers cette diversité de la représentation pour être le plus aligné possible. Et donc, encore une fois, ça va servir le sport de manière globale et donc ça va tous nous servir. C'est cool. J'ai l'impression que les sportifs sont entre de bonnes mains. C'est cool. Non, mais c'est vrai. Ouais, on est des bonnes mains. Non, mais c'est vrai. Pour. Ouais, cette commission, elle a ça de bien qu'elle réunit des athlètes qui viennent de fédés différentes, donc avec des us, des coutumes différentes, et qu'on se tire tous vers le haut, et que finalement, des fois, quand tu es un peu recroquevillé sur toi-même, tu as l'impression que tout va mal dans ta fédé ou quoi, et puis en fait, tu rencontres d'autres qui ont d'autres problématiques, tu dis, finalement, on n'est pas si mal lotis, ou ça, c'est une bonne pratique, on pourrait essayer de la copier. Et, enfin, il y a quelque chose propre à la commission des athlètes olympiques qui est hyper positive et qui amène vraiment du mieux, c'est sûr. Ouais. Je suis presque triste depuis en faire partie de la Je note un petit cooptation. Ouais, une certaine nostalgie. Non, c'est vrai. Ouais. Tu as d'autres choses à faire maintenant. J'ai d'autres choses, avec, c'est pour d'autres vice-présidence de la Fédé de hockey. Non, mais c'est pour être élu au sein d'un autre organe qui fait partie de cet écosystème français. Exact, carrément. Voilà, mais toujours en lien avec la CAN du CNOSF, mais plein de projets. Ma chère Marie, l'émission touche à sa fin. C'est fini, ça y est. On tire un trait sur le... C'est bon, le bilan, c'est fait. On passe à autre chose. Non, merci en tout cas à tous les quatre d'avoir été présents. C'était un bonheur de vous avoir. Merci pour votre passion et votre honnêteté aussi. C'est cool. Titouan, tes études de docteur, on s'y met maintenant. Prévoir l'après. Marie, je te souhaite beaucoup de courage dans cette nouvelle CAN qui t'attend là. C'est gentil. 4 ans de mandat. Oui, oui. Voilà. Oui, avec mon coprésident Axel Clerget. Voilà. Et nous, on se retrouve très vite. On les retrouve très vite à la maison. Allez. Ça te va ? Ouais. Allez. À bientôt sur Sport en France. Ciao.